Bonjour à tous les mélomanes, Lettre mélomane 2022-05. Au programme, comme habituellement, des œuvres concertantes pour piano, violon, œuvres symphoniques, et également pour l'œuvre revisitée, quelques pièces pour piano d'un compositeur très connu, vous le découvrirez. Principalement des nouveaux compositeurs sur critiquemusicale.com, sauf Asger Amerik que nous avons déjà vu. Commençons par Boyle Ina, 1889-1967, une œuvre pour violon-orchestre, L'harpe magique, Rhapsodie 1919. Alors l'effet magique attendu de cette harpe ne me semble pas vraiment perceptible. Le mystère aurait pu s'épancher de motifs fondus, évocateurs, mais ici, la fusion entre la partie qui est dévolue à l'harpe, d'une part, et d'autre part, les bois et les cuivres, à mon avis, ne s'opère pas. Au sein de cet ensemble qui est assez peu saillant, se détache un motif plus dynamique de style vaguement prokofievien à ce qu'il me semble, et ce motif ne s'accorde pas non plus à l'atmosphère de cette rhapsodie. Alors néanmoins, le premier tiers de l'œuvre, qui est un peu réexposé en finale, échappe tout de même à cette tendance générale un peu négative. Alors c'est une œuvre qui rappelle quelque peu par ses côtés négatifs, c'est-à-dire une certaine insuffisance à exprimer ce qu'elle devrait exprimer, qui rappelle le poème symphonique Les sirènes de Glir. Voilà donc une œuvre que je ne conseille pas particulièrement. Nous poursuivons avec la symphonie numéro 3, opus 33, dénommée Symphonie lyrique d'Asper Amerik. Alors c'est une symphonie qui date de 1884, en pleine période de bouillonnement romantique. Et cette symphonie me paraît peu inspirée dans son ensemble et d'un classicisme compassé qui est sans grande originalité, c'est-à-dire qui départ un petit peu avec l'atmosphère musicale de l'époque. Alors néanmoins, le troisième mouvement, qui est bâti sur un thème tout de même d'un appréciable intérêt thématique, c'est une sorte de marche, se détache favorablement. Alors c'est une orchestration qui est à base de ponctuation assénée par les cordes, néanmoins agrémentée ici par des solos de flûte ou de clarinette en pianissimo. Alors les contrastes forte piano sont à mon avis sur l'ensemble de l'œuvre plus grandiloquents qu'efficients, notamment dans le dernier mouvement. Par rapport aux autres symphonies d'Amérique que j'ai pu écouter, c'est-à-dire la 6, la symphonie poétique opus 29 qui doit être la 1, me semble-t-il, la 2, eh bien cette symphonie 3 se place plutôt dans la lignée de la première et de la 6e symphonie. Et finalement, c'est la 2 qui fait exception, et positivement, avec des caractéristiques plus affirmées de colorisme notamment. Alors on écoutera plutôt cette symphonie 2 que la présente symphonie 3 que nous venons de présenter. Nous poursuivons avec un concerto pour violon et orchestre d'Olter Hiver 1850-1942. Je n'ai pas la date de composition de l'œuvre. Concerto en A minor, opus 22. Alors c'est un concerto qui se présente comme un modèle de nuance et de congruence, tant pour le soliste que pour l'orchestre. Tout s'intègre très bien dans un ensemble qui paraît extrêmement harmonieux. Ce concerto bénéficie également d'une discrète touche rhapsodique nordique, mais tout de même très discrète. Or, l'écriture violonistique est parfois très virtuose, sans tout de même d'effet démonstratif. On a une orchestration variée qui est sans effet coloriste vraiment affirmé, une sonorité un peu sourde qui nuit parfois un peu à son expression. Alors sur le plan thématique,
Les thèmes symphoniques principaux de chaque mouvement apparaissent d'intérêt parfois un peu limité. En revanche, les interventions en appui de la partie violonistique sont absolument remarquables. Et le soliste, quant à lui, s'affirme dans les passages de virtuosité, mais les mélodies lentes, les parties lentes apparaissent souvent plus banales. Alors au final, c'est tout de même un bon concerto que je conseille d'écouter, notamment pour le premier et le dernier mouvement. Palinchek Joseph, 1914-1991, un concerto pour piano, concerto numéro 1, pour orchestre à cordes et tympanie, datant de 1939. Alors c'est un concerto très polymorphe selon les mouvements, qui oscille entre un modernisme et un style plus classique parfois, donc qui évolue entre dissonance et consonance. Alors le premier mouvement, c'est une suite de sons qui m'a paru très désagréable, même quelquefois insupportable, et qui sont assénés brutalement dans un rythme permanent, enfin un mouvement qui est tout de même très assommant. Quelques motifs auraient pu être exploitables, hein. Les motifs ne sont pas vraiment toujours mauvais en eux-mêmes. Alors notamment, il y a une cadence qui est assez virtuose, et ces motifs, s'ils n'étaient pas empreints de cette même obsession moderniste, eh bien, auraient pu apparaître donc très positivement. Alors le deuxième mouvement, malgré son tempo lent, comporte aussi une cadence soliste, et malgré sa lenteur, il ne se départit pas de cette logique moderniste. Alors en revanche, bien miraculeusement, on a un troisième mouvement rapide qui retrouve la consonance, et il s'en trouve en grande partie épargné, et en retrouvant la consonance, eh bien, il devient beaucoup plus original finalement. Et alors, passé les premières mesures, eh bien, on a un ensemble très congruent, et ce mouvement contient même des passages virtuoses très étonnants. La tessiture particulièrement aiguë qui est adoptée participe beaucoup à cette impression de consonance, il faut le remarquer. Alors néanmoins, malgré ces caractéristiques positives, on est tout de même loin des subtilités feutrées d'un Vítězslav Novák ou d'un Taktakishvili dans leur concerto pour piano. Alors un mouvement, ce dernier mouvement, qui pourrait facilement atteindre l'excellence avec un travail plus approfondi vers la souplesse de l'écriture pianistique, qui reste encore très diatonique, et qui pourrait être plus chromatique et donc moins abrupte. Alors cette œuvre est finalement caractéristique du polymorphisme musical au XXe siècle, et on retrouve ce polymorphisme, même à l'intérieur d'une même œuvre, qui peut présenter des visages différents d'un mouvement à l'autre, même d'un motif à un autre. Nous en arrivons à l'œuvre revisitée. Eh bien, comme je vous l'avais dit, c'est un compositeur très connu, que j'apprécie plus ou moins selon les œuvres, donc Félix Mendelssohn. Alors, en l'occurrence, les 6 romances sans parole, opus 67, qui date de 1845, sont à mon avis parmi ses chefs-d'œuvre, avec son trio opus 49, son concerto pour violon. Et cela contrairement à la première série de ces 6 sonates opus 19 qui m'ont paru en comparaison très pâles, et surtout en opposition avec sa série de concertos pour piano, les 6 concertos plus un concerto pour piano-violon, qui pour moi représente une véritable catastrophe musicale. Alors en matière de pièces pour piano, j'avoue apprécier beaucoup plus sa sœur Fanny Mendelssohn, notamment pour ses pièces d'Asjaru, qui sont animées d'une passion romantique intense, plutôt que le style du frère, qui est souvent plus anodin et superficiel. Mais penchons-nous sur les 6 romances sans parole, opus 67. Alors ces pièces expriment la maturité du compositeur, et elles offrent un aperçu de ses possibilités expressives, alors bien au-delà de l'écriture systématique qu'on pouvait trouver dans les autres pièces pour piano de Mendelssohn et ses
concerto, comme je l'ai dit. Alors on retiendra notamment une belle pièce lente, comme la Complainte du berger, et puis il y a évidemment la fameuse fileuse très connue. Et dans ces pièces, eh bien, la recherche de virtuosité dans le sens de la densité fait merveille. Voilà donc pour cette lettre mélomane 2022-05. Je vous remercie de m'avoir écouté.